Et c'est votre émission, le Grand Soir, qui se poursuit. Nous abordons la dernière manche, c'est bien la tribune politique avec mes invités. Sénat Léa Glago, journaliste. Très bien, vous êtes journaliste et lui, il est chroniqueur. François-Xavier Nomon. Chroniqueur. Le chroniqueur, c'est pour moi ou bien c'est pour vous? C'est pour vous. Ah, c'est pour moi. Okay. Je ne me présente pas. Ah, d'accord. Okay. Bien évidemment. Okay. Voilà. Nous avons Fréjus Atindoglo qui est avec nos juristes. Vous allez bien? Super. Heureuse année. Heureuse année à Léa aussi. Merci. Voilà. Nous allons parler de ce donc qui a été fait donc à la police républicaine, un lot de 55 véhicules. Après d'abord un premier lot de 66 véhicules. Quelle serait donc la portée d'abord pour vous? Quelle lecture vous faites, François-Xavier Nomon, de ce deuxième lot de véhicules donc donné à la police républicaine? Cela participe d'une constante de l'action du gouvernement qui consiste depuis 2016 à déjà redimensionner les forces de police dans leur ensemble pour pouvoir, disons, se mettre au diapason des menaces existantes dans la société. Et la seconde phase était de procéder à l'équipement au fur et à mesure de la nouvelle force qui a été créée en temps. On a parlé il y a quelque temps de construire de nouvelles infrastructures, de nouveaux commissariats. Après ce qui avait été donné, je crois, il y a une année pour le premier lot de véhicules. Donc ça participe d'une certaine suite logique du projet qui consiste, le chef de l'État l'a rappelé, je crois, le 1er août dernier, que les forces républicaines, quand même, dans le budget de cette année, on a remarqué quand même que le budget alloué à la sécurité au ministère de l'Intérieur a quelque peu évolué, et justement pour se concentrer sur l'équipement des forces de la police républicaine. Et les véhicules tout-terrain occupent une place importante dans le dispositif pour pouvoir leur permettre de mieux se mouvoir et améliorer l'efficacité et la mobilité des forces de police. Très bien. La police républicaine se veut tout de même une force de développement, une police de développement. Cela certainement explique un peu cette attention du gouvernement. Mais c'est normal, vous savez, quand vous êtes dans un pays sécurisé, c'est que vous-même vous êtes sécurisé. Et quand vous êtes sécurisé, c'est que vous avez plus de facilité à vaquer à vos occupations et à pouvoir apporter un plus à votre pays. Et donc, qu'on puisse donner ce matériel roulant à notre police républicaine, c'est une bonne chose. Et vous savez, ce n'est suffisant, ce n'est pas encore suffisant, il faut encore plus. Mais vous savez, quand vous avez des difficultés et que vous appelez la police, quand on vous parle de déplacement, ça vous pose un problème parce que vous dites, ces personnes sont là pour assurer notre sécurité, c'est nous qui allons les déplacer, alors que le temps de les déplacer et tout ça, le mal est déjà peut-être fait, et donc vous n'avez pas été sécurisé. Et donc je pense que quand vous donnez une mission à quelqu'un, il faut lui donner les moyens donc d'accomplir cette mission, et c'est de bonne guerre que le gouvernement puisse faire cet effort-là. Et je pense que les forces armées béninoises doivent être heureuse, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que vous savez que ce n'est pas dans toutes les zones qu'il y a des commissariats, ce n'est pas dans toutes les zones qu'il y a la facilité d'accès donc à la police républicaine, et donc c'est déjà un pas important qu'il faut saluer, mais le plus important aussi c'est de pouvoir bien utiliser ce matériel roulant là pour que en quelques jours on ne puisse pas dire que ça ne fonctionne pas, que c'est gâté, que ça a tel problème, parce que nous avons cette mauvaise habitude de ne pas savoir utiliser le bien public. Donc pour moi aujourd'hui, oui. Il paraît que c'est dans un... C'est loin derrière nous maintenant. Oui, c'est loin derrière nous, mais il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui sont toujours dans le lot, qui refusent de se mettre au pas. Et quand c'est le cas, vous avez beau avoir la bonne politique en tant que dirigeant, quand je parle de la police républicaine, un commissaire par exemple qui fait bien son travail, qui impacte favorablement ses équipes, ne peut pas tout vérifier non plus. Il peut arriver un moment où il ne sera pas là, on va venir lui dire le lendemain que depuis quelques jours, la voiture ne marche pas alors qu'on n'a pas prévenu. Et donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Oui, le matériel roulant, nous l'avons aujourd'hui, mais il faudrait que les visites techniques soient faites au bon moment et au moment où il faut le faire. Et s'il y a un petit problème, il faut régler cela en même temps. Ne pas attendre forcément que ça soit plus grave. Parce que vous savez, une voiture, ça s'entretient comme une femme, c'est ce que les hommes disent souvent, ça c'est pour rigoler. Et donc, il faut s'en occuper véritablement parce que il faut l'occuper. Si je suis chauffeur de cette voiture,
voiture, par exemple, qu'on vient d'offrir à mon commissariat, il faut que je puisse l'entretenir comme si c'était ma propre voiture et ne pas se dire que c'est la chose publique et donc on s'en fout. C'est ce que j'essaye de dire. Et il paraît que les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité ont un certain amour pour la patrie et donc pour la chose publique. Oui, l'un de moi l'idée de penser que notre police républicaine et les agents qui y sont de mauvaise foi. J'attire juste l'attention parce que on n'est jamais assez trop prudent. Donc, juste cela. Je sais que c'est des personnes très intègres pour la plupart, mais toujours est-il qu'il y a des brebis galeuses. Et donc, pour éviter qu'on en arrive là, moi, je fais ce clin d'œil déjà parce que je serais fière d'être dans une zone où il y a un commissariat et on a un nouveau véhicule. Et pour moi, c'est que le travail sera plus facile pour moi. Il y aura plus de patrouilles dans ma localité chaque soir. Et le jour où je me rends compte que la voiture ne marche pas et que j'ai des difficultés, c'est plus compliqué. Parce que quand vous êtes en danger, vous n'avez pas l'opportunité d'aller chercher la police. Au contraire, le seul réflexe avec les numéros WhatsApp et les numéros de téléphone qui sont là aujourd'hui, qui travaillent fort heureusement, contrairement à avant où on avait des numéros verts, vous appelez, vous ne voyez personne. C'est que vous appelez et vous dites j'ai besoin d'aide. Il faudrait que la police rapplique automatiquement. Donc, c'est pour notre bonheur. Je pense que les populations aussi veilleraient à faire cette veille-là avec les forces de sécurité parce que il y a toujours des brebis galeuses. Justement, il y a des personnes mal intentionnées. Nous reviendrons un peu sur cette collaboration qui devrait exister entre les forces armées, ou du moins les forces de défense et de sécurité et les populations. Fréjus Atinoglo, sécurité et développement, le lien. Monsieur Romiad, merci. Merci pour la question. Lorsqu'on parle de sécurité, il faut quand même voir ça autrement. Vous voyez, après ce plateau-ci, déjà je quitte ici pour chez moi et que je n'ai pas à m'inquiéter que les vrais propriétaires de ma moto m'attendent quelque part sur un carrefour. Bon, c'est une petite ironie. Oui, les vrais propriétaires, vous êtes quand même le propriétaire. Voilà, mais il y a aussi d'autres propriétaires qui estiment être les vrais propriétaires de ma moto. Donc si ceux-là ne m'attendent pas quelque part pour m'arracher ma moto, je pense que déjà donc, là, pour récupérer leurs biens. Oui, voilà, merci. Déjà là, il y a la sécurité. Si déjà demain, l'on n'en prend pas que l'hôpital de Zona a été attaqué, voilà, là, il y a la sécurité. Donc, autrement, la sécurité, c'est l'ensemble des moyens que l'État peut mettre à disposition de ces institutions-là qui sont spécialisées dans le domaine. Et là, on parle de 55 véhicules, et une dotation pour la police républicaine. Et déjà, lorsque la sécurité est bien assurée, lorsque les personnes et les biens sont protégés, là, le bien-être de la population est assuré. Et le développement durable s'ensuit également. Très bien. Le lien, sécurité et développement, parce que quand même vous avez vous rappelé de ces propos du chef de l'État qui dit que maintenant le Bénin est en phase, ou du moins amorce son développement. Et quand on parle de développement, certainement il y a l'éducation qui représente l'une des priorités des gouvernances actuelles, mais également la sécurité. Surtout la sécurité. Je n'aime pas souvent faire une hiérarchie entre l'éducation et ainsi de suite, parce que de toute façon, dans une société, quelle qu'elle soit, une société éduquée ou pas, s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de développement. Donc vous pouvez avoir tous les profils que vous voulez. S'il n'y a pas si l'ordre public n'est pas maintenu et respecté, il n'y a pas, cette communauté-là ne pourra en aucun cas tirer dans le même sens et essayer de s'offrir un lendemain intéressant. Il n'y a pas de développement sans sécurité. La sécurité, souvent on répète, la sécurisation des biens et des personnes, c'est pour dire que dans n'importe quel secteur que ce soit, si le citoyen doit penser en transférant de l'argent, en portant de l'argent sur lui, si le citoyen doit s'inquiéter à chaque geste économique qu'il effectue, parce que si vous regardez très bien, 99% de ce que nous faisons, nous n'en rendons pas compte, ce sont des gestes économiques. Quand vous levez très tôt, 6 heures pour aller au matin, vous faites un geste économique. Quand un prof va à son cours, il est payé par heure. Tout ce que nous faisons, ce sont des gestes économiques. Donc si chaque citoyen, chaque composante de la nation, même les étudiants,
parce que quand vous allez étudier, bon, déjà vous dépensez, la finalité c'est cela, hein, vous investissez un investissement à court long terme, donc c'est de l'économie. Mais si chaque acteur, chaque sujet doit s'inquiéter de la sécurité de l'action, la sécurité qui pourrait lui permettre de mener à bien l'action qu'il compte entreprendre, c'est qu'il y a un problème. La conséquence c'est que les relations interhumaines se paramètrent autrement. Ceux qui doivent investir cessent de mettre leur investissement ne pensent même pas à franchir le pas simplement parce qu'ils n'ont aucune garantie, même s'il y a les garanties de rentabilité, c'est qu'un coup de force ou un braquage peut remettre tout à zéro. Donc, en réalité, on ne peut pas se développer, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas un minimum de sécurité. Il n'y a pas de sécurité à 100%, nulle part sur la planète. Peut-être que les pays les plus sécurisés sont les pays nordiques, mais là encore, c'est une autre culture. La société a une autre culture, les relations interhumaines sont tout autres, sont basées sur d'autres principes. Donc évidemment, un État sérieux, c'est un État qui se préoccupe de ses droits basiques. Donc, encore une fois, quand vous observez un peu tout ce qui a été fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a une suite logique dans tout ce que, si vous mettez tout ce qui a été fait comme action, vous sentez très bien qu'il y a une cohérence dans la pensée et dans l'action. Et ce qui est pas anecdotique, le site sur lequel les véhicules ont été entreposés, réceptionnés. En fait, ce site a été construit je ne dirais pas en catimini, mais sans tambour ni trompette. Pratiquement, c'est le premier, comment on va dire, c'est le premier, est-ce qu'on va dire port de police qu'on a. C'est le premier, en fait, on a un véritable commissariat lagunaire. Avec la base pluviale. La base a été faite sans, on l'a fait, on n'a rien su, on voyait les travaux se faire ainsi de suite. Et le site est nickel. C'est vrai que lors de l'aménagement, on a su quand même des choses avec le préfet, je me rappelle, parce que j'étais sur le terrain. Oui, voilà. Ce jour-là, les conducteurs, en tout cas les taxis, n'étaient pas d'accord. Et voilà, on a vu un certain nombre de choses. Et on a posé cette base et quelques mois après, on en vient à libérer la berge lagunaire. Donc on s'assure d'avoir quand même une force en capacité de faire respecter l'ordre sur la berge parce que de gros investissements viennent. Donc je veux dire que moi, c'est ce qui me rassure dans tout ce qui est fait. Il y a une certaine cohérence dans les actions qui sont menées. Cette série de véhicules va permettre de renforcer les commissariats existants et pouvoir... parce que quelque part, une part importante, capitale de la sécurité, c'est le renseignement. Ce sont les patrouilles, donc la dissuasion, mais surtout le renseignement. Pour faire de la dissuasion, vous avez besoin de bouger. Si vous restez à des postes fixes, vous êtes trop prévisible, donc vous ne faites peur à personne, même si vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme arme, vous serez facilement pris à défaut. Mais ce qui renforce la faculté de dissuasion de la police, ce sont les patrouilles. Et pour faire des patrouilles, il faut des moyens roulants. Et je pense qu'on en arrivera un peu comme dans un pays voisin, même si ça ne se fait pas sur tout le territoire ou ailleurs en Europe, où les forces de police disposeront de leur propre station d'essence pour ne pas aller faire des files un peu partout. Je pense qu'ils ont déjà pour la réparation de leur véhicule, même si je pense que la dernière... C'est vrai que quand vous parlez de station, vous savez qu'il y a quelques mois encore, on pourrait quand même entendre que les fonds alloués à la carburation ont été détournés, par exemple, ce qui fait que le policier ou la police vous demande, voilà, quand il vient sur le terrain, c'est que vous devez payer les frais de déplacement. Je m'excuse, ce que je voulais dire, c'est que déjà, il y a quelques années, on pouvait voir des véhicules des forces de police s'arrêter et prendre du paillot. Bien sûr, bien sûr. Or, ce qui était contradictoire avec ce que l'État est censé faire respecter. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut se réjouir que cette habitude a disparu. Parce que c'est une contradiction flagrante et vous ne pouvez pas vouloir faire respecter une loi et ceux qui sont censés faire respecter la loi font le même effet. Donc voilà, au moins ça a changé. L'assainissement, justement, l'assainissement même... l'assainissement au niveau des civils, mais quand même au niveau de ceux-là qui assurent notre sécurité, parce que les fonds alloués au carburant, comme je le disais, aujourd'hui, tout le monde a peur quand même.
Même les policiers ont peur. Bon, avant d'en arriver là, j'aimerais donner 2 petits exemples. Vous savez, dans les années 2000 à 2010, je crois, la zone où vous êtes, la zone où votre télévision se situe actuellement, puisque c'est Cotonou. Vous savez que Rwakodi, c'est l'un des plus vieux quartiers de Cotonou. Quand on prend Rwakodi, Djonké, Bogbadou, c'est des zones qui étaient très insécurisantes pour la population. Moi, je me rappelle, puisque ma radio est au cœur du marché, il y avait des moments où mon mari ne voulait même pas que j'aille au boulot. Parce que à tout moment, vous entendez des coups de feu. Et ça faisait paniquer tout le monde. Mais aujourd'hui, vous pourrez sortir à n'importe quelle heure, vous êtes rassuré de bien rentrer chez vous. Et même quand vous revenez travailler, vous êtes en sécurité. C'est pour dire simplement que s'il n'y a pas cette sécurité, nous ne pourrons pas travailler. Et je suis sûr que si on entendait des coups de feu là où nous sommes ici aujourd'hui, personne ne serait tranquille à bavarder. Et donc c'est pour dire que la sécurité... Non, nous sommes un peu plus courageux que cela. Non, c'est pas avec de courage. L'information, d'abord, nous irons prendre l'information. Alors quand on entend des coups de feu, on ne dit pas tamid, on dit tâcher d'abord. Donc c'est un peu pour dire que c'est vrai que là où on est, avant qu'on nous atteigne ici, ça va prendre du temps. C'est pour dire que entre sécurité et développement, il y a forcément un lien. Maintenant, pour revenir à l'assainissement dont vous parlez, oui, là où on a la base fluviale dont nous parlons, c'est vraiment un grand moyen de dissuasion. Parce que vous savez, les populations riveraines qui étaient là se sentiront plus en confiance et plus en sécurité. Parce que vous pouvez facilement trouver des forces de sécurité pour vous venir en aide quand vous avez des difficultés. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets qui vont naître donc, au niveau de la berge lagunaire et donc il va falloir sécuriser ces investissements-là. Donc, il y a lieu d'avoir ces matériels roulants-là pour pouvoir accompagner les agents à faire leur travail. Maintenant, quand on parle de l'assainissement, de la bonne gouvernance, donc, au sein de nos forces de sécurité, oui, c'est la grande muette, mais c'est des gens qui sont très orthodoxes, c'est ce qu'on dit, hein, qui sont très sérieux, mais il y en a toujours qui font n'importe quoi. Et vous avez entendu, comme vous l'avez dit, il y a quelques années, on entendait de ces cas de corruption ou des frais qu'on devait verser à des agents qui allaient faire autre chose parce qu'on disait que l'État n'avait pas donné. Donc, c'est pour éviter peut-être tout ce dysfonctionnement que l'État est en train de prendre ses responsabilités. Parce qu'une mission, c'est des moyens. Donc, on vous donne les moyens. Et là, demain, vous ne nous direz pas que l'argent qu'on a envoyé pour faire autre chose a servi à faire autre chose. Donc, c'est un appel à la conscience. Et comme l'a dit François Xavier tout à l'heure, je ne peux pas être celui qui veut montrer l'exemple et enfreindre moi-même les règles. Donc, ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, oui, côté carburation, il y aura une meilleure orthodoxie, c'est vrai. Mais moi, je pense aussi que nos agents des forces de l'ordre aussi gagneraient à être un peu plus sérieux. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Il y en a parmi eux, franchement, qui portent l'habit, mais qui n'en font pas bon usage. Il y en a qui, des fois, vous parlent très mal. C'est vrai que dans l'exercice de leur fonction, ils ont certaines prérogatives. Mais des fois aussi, ce n'est pas en criant ou en hurlant sur la population, même quand vous avez raison, que vous faites respecter. Ça semble quand même changer. Oui, ça semble changer, mais ça n'a pas totalement changé. C'est pour dire que, oui, nous avons besoin de compter sur nos forces de sécurité et de défense. Nous les respectons parce que je ne peux pas connaître ce citoyen qui n'a pas peur de la force de sécurité qu'est la police. On a toujours peur d'eux. Mais il faut qu'il y ait ce climat de confiance entre nous pour que quand nous avons des difficultés, nous puissions nous approcher de ces forces de sécurité et de défense sans aucune inquiétude. Parce que franchement, il y en a qui, par exemple, quand vous voulez traverser la voie et que c'est eux qui régulent la voie, des fois, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. En tout cas, il y a aussi, c'est dans les règles là qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi parmi nous des indélicats. Non, je ne dis pas le contraire. Quelqu'un qui ne se soumet pas aux instructions sait qu'il va subir les rigueurs de la loi. Ça, c'est clair. Maintenant, quand vous avez des fois, il y en a qui pêchent par ignorance. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quand tu parles français à une foule de population, et parmi la foule, il n'y en a pas qui comprennent français. Tu veux que les gens comprennent ton instruction comment? Et ce n'est pas en vociférant ou en prenant la matraque ou en faisant du bruit que vous ferez comprendre. Vous savez de quoi je parle. Moi, je suis dans la zone de Bobano et autres et je sais que je vois ça souvent. Mais des fois, les gens le font pour se dire, puisqu'il veut utiliser la force, nous-mêmes, on lui montre qu'on a la force. Et vous voyez que ce n'est pas... Toi, tu es force de l'ordre. Donc, tu ne peux pas te mettre à faire le même jeu que le citoyen indélicat dont tu parles. Très bien. Donc, il faut qu'on change aussi. Voilà. Merci, Sénalia Glagou. On va revenir. Parce que l'objectif, quand même, de ces dons, de ces différents dons du gouvernement en place, certainement, c'est pour plus d'efficacité. Et l'efficacité appelle aussi certainement à l'appui de la population, Fréjus. Vous savez, la police a 3 missions prioritaires et fondamentales. D'abord, assurer la protection des personnes et des biens, assurer la protection des institutions et assurer l'ordre public. Et lorsqu'on parle d'ordre public,
c'est d'abord un partenariat entre la population et les forces de l'ordre. Si la police vient, dans un passé très récent, il y a ce phénomène-là comment on appelle, où la population même a décidé de se rendre justice soi-même. Ah oui, vindicte populaire. Vindicte populaire, merci beaucoup. Et nous avons pu gérer cette situation-là. Mais si la police descend sur le terrain pour quand même réguler la situation, et la population qui doit quand même accompagner les forces de l'ordre pour quand même accomplir à bien sa mission, si la population même se met en contradiction avec la mission de la police, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y aura un partenariat, Madame vient de le dire, Madame Léa vient de le dire. Si la police, les forces de l'ordre ne savent pas quand même s'exprimer, parler avec la population, je pense qu'il y aura, mais vous journalistes, Monsieur Romiat, si vous et moi nous discutons et que je n'ai pas un langage très adéquat envers vous, je pense que la compréhension n'y sera pas. Donc il faut quand même inviter la police à quand même avoir les bonnes manières envers la population pour que leur mission puisse quand même aller de belle manière. Je reviens un peu sur le rôle du citoyen parce qu'on ne le sait toujours pas. François Xavier, je reviens, Léa. Le rôle du citoyen, c'est d'abord un rôle de... il y a un mot qui m'a intéressé tout à l'heure dans la prise de parole de mon voisin d'enfance. Oui, Fréjus, c'est le partenariat. Je pense que la police n'a pas fait de renseignements sans la population. En tout cas. Il faut que la population, et encore faut-il que la population soit disposée à renseigner. Et je pense que la première capacité pour une force de police, c'est assurer le renseignement, la collecte de l'information. Donc les populations doivent coopérer sans tomber dans la délation. Il y a une ligne quand même ténue entre les deux. Ce n'est pas... parce que ça peut aller très vite aussi dans l'autre sens. Au moins de signes qui bougent, ou bien quand on veut régler un compte avec un voisin, si la police est réactive, on alerte la police. Ah, j'ai vu Fréjus qui est rentré à pas d'heure. C'est pas normal, ainsi de suite. Mais même des signalements qui peuvent paraître banals comme ça, peuvent amener à découvrir de grandes forfaitures qui sont en train de se faire. Donc, la population a un devoir de collaboration et de coopération pour pouvoir faciliter la tâche à ces hommes et femmes, parce qu'on ne pourra jamais mettre un policier derrière chaque citoyen. C'est pratiquement impossible. Donc, la première des choses, c'est être déjà disposé. La première des choses pour tout citoyen, c'est d'abord de respecter la loi. C'est le minimum, c'est le b.a.-ba. Après, c'est de se mettre en disposition à accompagner les forces de l'ordre, donc être disponible à collaborer pour des signalements, aller fournir des informations qu'on vous donne, parce que par exemple, dans une concession ou dans une maison où il y a beaucoup de locataires, mais la police, peut-être, ou le policier ne sait vraiment peut-être pas qu'il y a un homme qui peut-être travaille la nuit puisqu'il dort toute la journée et qu'il travaille la nuit. Bon, ça semble suspect et tout ça. Le policier ne le sait par exemple pas. C'est le rôle du citoyen, par exemple. Oui, on est d'accord que le citoyen, tout en respectant les textes qui régissent donc son pays, se doit d'être un collaborateur du policier. Et vous savez, on nous a toujours appris depuis l'enfance à avoir peur, tout au moins à respecter, pas avoir peur, à respecter les forces de l'ordre de sécurité. Ce qui fait que quand vous voyez quelqu'un qui est dans son uniforme, vous vous dites, ah, celui-là, il n'est pas n'importe qui. Et c'est parce qu'à des moments donnés, il y a des agents qui sont devenus indélicats, que cette considération de la population pour les forces de sécurité et de défense a baissé au point où le citoyen pense qu'il peut même se battre avec le policier. Donc je pense que c'est encore à eux de faire cet effort. Mais le plus urgent, c'est que la population est convaincue et sait qu'il doit faire confiance à la population. Mais cette confiance, à un moment donné, a été rompue. Donc aujourd'hui, on gagnerait effectivement à éduquer encore davantage la population, à savoir que oui, il doit y avoir une collaboration entre nous et les forces de sécurité et de défense. Mais comme l'a dit François Xavier, il ne faut pas dénoncer pour dénoncer. Il faut pas s'amuser avec les forces de sécurité et de défense. On en connaît qui, parce qu'il y a un numéro vert ou qui, parce qu'il y a un numéro de disponible, on appelle à volo, on dit n'importe quoi, on crée des problèmes aux gens inutilement. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, je me rappelle, il y a eu une situation où un ami disait, c'est toi qui m'as vendu, parce qu'il n'y avait que toi qui savais, alors que je ne voulais rien faire de mal, et tu m'as créé des problèmes, je suis allé faire. Vous voyez, quand vous entendez ça, ça vous choque. Oui. Ça vous choque. Alors que peut-être,
il était de bonne foi et c'est juste par une pure coïncidence que l'autre s'est fait prendre. Donc, il faut être prudent, oui, il faut collaborer avec les forces de sécurité et de défense. C'est indéniable parce que eux seuls, ils ne pourront pas nous assurer notre sécurité. Par exemple, le quartier, moi où je suis, peut-être en rentrant maintenant, je vais remarquer quelque chose. Si c'est suspect, j'ai le devoir, c'est un devoir d'alerter pour qu'on puisse venir vérifier si ce que j'ai vu est vraiment vérifié. Donc, il ne faut pas s'amuser avec la sécurité. C'est vrai, les forces de sécurité, eux, ils ont appris le métier. Ils savent comment le faire. Et donc, puisque nous, on n'est pas spécialisés en tant que citoyens, nous devons collaborer avec ces forces-là et les alerter en cas de qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est une collaboration inévitable et inéluctable donc, entre nous deux. Mais il faut que chacun se respecte dans son couloir. Parce que franchement, il y en a qui ne se respectent pas. Et le pire, il y en a parmi eux qui boivent. Et quand ils boivent... non, c'est mais il y en a qui le font et qui c'est à Glago, je comprends. Ce que je dis, chaque citoyen le sait, et même certaines autorités. Donc, on le dit. Donc, il faudra se faire respecter. Parce que si en tant que... Non, ce que je dis, il faut me laisser le dire. Est-ce que vous permettez, parce que je vais évoluer. Parce que si vous, journalistes, vous êtes là, que vous ne vous respectez pas vous-même, ou que nous, on ne se respecte pas, vous n'allez pas nous inviter sur un plateau. Tout à fait, tout à fait. C'est aussi un effort à faire par les forces de sécurité. Je n'insiste pas trop là-dessus. D'accord, merci de comprendre. Voilà. On a parlé, parce que le ministre quand même en a profité pour parler de ses ambitions du gouvernement, par exemple diriger un quartier général pour la police, par exemple. Un peu comme ce que le militaire ont la mise en place de commissariats, une centaine de commissariats par exemple, ces ambitions qui ont été réitérées encore aujourd'hui. Oui, disons que c'est juste une, je ne dirais pas une injustice, c'était une anomalie qui sera réparée par ça. Donc, parce que vous allez dans tous les pays du monde, même les grands pays, le 36 rue Quai des Orfèvres en France, quand on vous dit ça, vous savez que c'est le QG de la police nationale. C'est aux États-Unis aussi pareil, dans les grands pays on le sait, à Accra à côté, vous connaissez le QG de la police nationale. C'est une réelle institution et ça inspire le respect parce que ce n'est pas n'importe qui est directeur de la police républicaine dans notre cas. Donc il fallait que les policiers aient leur QG en tout cas pour pouvoir y loger toute l'administration, les cercles de décision, pour pouvoir y loger les services les plus sensibles. Parce qu'il est important quand même, on arrive petit à petit à la dématérialisation des procédures, des procédés. Il y a on va dire la surveillance collective se fera de plus en plus avec des moyens informatiques qui exigent un certain cadre et des investissements colossaux. Donc pour moi c'est une anomalie qui va être corrigée, qui va donner du prestige à la police républicaine. Et pour les commissariats qui seront construits, on a fusionné la force dans un premier temps, on les a redéployés pour se mettre... Il y a eu un redimensionnement de la force de police, donc bien évidemment il faut leur trouver des logis, parce que même pas loin dans Cotonou, quand vous sortez un peu dans Cotonou, parfois même dans Cotonou, vous vous demandez comment des hommes et des femmes arrivent à travailler dans ces conditions. Donc encore une fois, c'est justice, il est tout à fait normal et c'est bienvenu que le gouvernement, et ça a été budgétisé, puisque quand on étudiait la loi de finances 2020, la question avait été posée, ça avait été annoncé. Donc c'est une très très bonne nouvelle et encore une fois, plus ces hommes et ces femmes sont dans de meilleures conditions de travail, plus ils seront enchantés à faire le travail correctement et ce serait un bénéfice pour toute la collectivité que nous formons. On pense même à une architecture pour l'infrastructure, pour les commissariats par exemple, parce que franchement vous-même, vous voyez certains commissariats et vous posez des questions. Fréjus. Oui, exactement, mais lorsqu'on parle d'infrastructures pour des commissariats qui seront construits, lorsqu'on parle de collaboration entre la population et les forces de l'ordre, il faut quand même une proximité. Si je dois quitter chez moi et parcourir une longue distance avant de voir un poste de police, je pense qu'il se pose un problème là. Il se pose un problème de collaboration. Donc c'est bien, c'est une bonne idée de quand même multiplier les postes de police afin que l'insécurité qui avait régné dans le temps puisse quand même... Aujourd'hui, nous voyons que l'insécurité a pris quand même du recul, mais tant que rien n'est fait, on dit souvent qu'il reste à faire. Donc c'est bien, c'est louable, il faut applaudir sans hypocrisie. Quand même, moi, je parle au-delà de QG, j'en connais pas beaucoup. Je parle de l'architecture maintenant.
Eh ben, nous attendons certainement, puisque ça a été annoncé, à se voir un quartier général très beau qui reflète vraiment le prestige de forces de sécurité et de défense. Et c'est normal qu'on y réfléchisse. Vous savez, il faut que... Bon, quand on regarde les films, oui, bon, je vais faire cette caricature. Quand on vous montre un commissariat, vous vous dites, waouh, c'est joli, c'est attrayant. Et vous savez, il fut un moment où j'ai découvert qu'on avait... les gars de recherche scientifique, quelque chose, j'ai dit. Et j'ai dit, mais quand il y a problème ici, là, dans le commissariat, il n'y a pas d'enquête qu'on fait. Non. Pourquoi lui, il est scientifique? C'est un policier, mais qui est spécialisé. J'ai dit, vous travaillez où? Je suis sûr que vous chômez. Hein. Bon, il a rigolé. Vous savez que c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Mais aujourd'hui, si j'ai un quartier général, si j'ai un commissariat où je travaille et que j'ai cette qualité, j'ai appris pour avoir cette fonction d'enquêter, j'aurai du plaisir à faire mon travail. On ne dira plus, la dernière fois j'ai eu un problème, j'ai saisi la police, rien n'a été fait. Et vous savez qu'il y a tellement de situations difficiles dans notre pays que les populations vivent qu'à un moment donné, ne serait-ce que de voir là où vous devez aller porter plainte, vous vous dites, ils ne feront rien pour moi. Vous êtes d'accord avec moi? Et si par exemple vous devez quitter, prendre 500 francs de ZEM par exemple, alors que vous-même difficilement vous allez manger le jour-là, si le commissariat est à côté de vous, vous marchez à pied, vous allez porter plainte. Et vous donnez l'opportunité à l'État, puisque les forces de sécurité représentent l'État, de vous rendre justice et d'enquêter pour savoir ce qu'il en est. Et plus les forces de sécurité sont proches des populations, plus les populations ont confiance, plus les populations collaborent, et plus il y a ce partenariat réel entre les populations, et plus les personnes qui ont envie de menacer les populations fuient très loin. Et moi, j'ai applaudi et je me suis dit, il va falloir faire tout possible que même dans les villages, qu'on ait des petits postes pour accompagner les populations. Parce que vous savez, quand les villes sont sécurisées, les agents d'insécurité vont dans les hameaux où il n'y a pas les forces de sécurité. Et vous savez, aujourd'hui, quand des gens veulent investir, ils préfèrent rester dans les zones viabilisées, en quelque sorte, où il y a l'électricité, l'eau, la police et tout ça. Mais si on continue de faire ça et qu'il n'y a pas des infrastructures comme le commissariat et autres dans certaines localités, ces localités vont se développer quand? Conséquence, il y aura toujours les zones. Il y a beaucoup de choses à régler. Il y a quand même ces localités qui ont besoin, en fait, qui en ont eu. Mais bon, c'est des concours de circonstances. Bon, c'est vous qui me dites de ne pas dire les choses. Ça, c'est des cas de force majeure ou des situations qu'on ne souhaite pas, qui ont amené à ces difficultés-là. Mais toujours est-il que jusqu'à ce qu'ils en arrivent là, c'est parce qu'ils ont eu l'opportunité à un moment donné. Sinon, quelqu'un ne peut pas se lever de chez lui et aller brûler un commissariat ou aller mettre un commissariat à feu et à sang. C'est parce qu'il y a eu d'autres situations connexes. Mais je pense que il faudrait donner à chacun l'opportunité de bien faire son travail. Je ne peux pas aller à l'école me faire former pour devenir, pour accepter de défendre la population parce que c'est un sacerdoce aussi. Hein. Et vous n'avez pas de quoi des fois même vous les voyez, ils sont pratiquement dans des baraques pour travailler. Sous le soleil, on peut encore comprendre, mais sous la pluie, c'est compliqué. Conséquence, s'il doit réguler la situation dans la zone, il est obligé de rentrer chez lui au commissariat et la voie reste comme ça. Donc, vous voyez, ils ont besoin, franchement, qu'on leur donne de quoi réellement faire leur travail. Parce que, vous savez, je rêvais de devenir policière. Et on m'a dit qu'il y a la taille qui pose problème. Donc, je n'ai pas été. Et donc, je continue d'avoir ce respect pour les forces de sécurité. Pour vous, on devrait quand même faire une dérogation spéciale. J'espère que le ministre a qu'à la faire. Non, sérieux, il faut leur donner les moyens, sérieux. Non, je pense que on va y arriver, parce que quand on voit que la dynamique dans laquelle le gouvernement s'est inscrit, quand on parlait d'abris, on a tous apprécié les abris blancs et verts. Bien ça sûr. fait quand même chic dans la ville. C'était plus beau. C'était plus beau et ça se déploie un peu partout. Je n'ai pas fait tout le tour du pays pour voir si c'est partout. C'était mieux que les baraques. Oui, c'était mieux que les baraques. C'était mieux que les baraques quand même. Donc je pense que le déploiement, la construction des commissariats, je pense que ce ne sera pas arrondissement si j'ai bonne mémoire. Ce serait une bonne chose. Ce ne serait pas arrondissement. Donc je pense déjà que c'est le minimum. Puisque de toute façon, on ne pourra pas faire des commissariats par quartier. On n'en est pas encore là. Et même dans les pays développés, il n'y en a pas. Je pense que c'est la police qui peut se déplacer, prendre des plaintes. Aujourd'hui, on peut porter plainte par des moyens électroniques. Les policiers savent le faire. Un policier peut s'arrêter avec des tablettes au bord du chemin et prendre votre plainte rapidement et partir. Donc je pense que progressivement, on va y arriver. Mais déjà mettre en état
reconstruire ces commissariats-là, ceux qui sont délabrés, on construit d'autres. Ça, c'est une bonne chose. Et on parle d'architecture. Si déjà il y a une uniformisation, parce que ce soit une uniformisation, et quand on parle de la police, quand on parle... Ce que nous perdons de vue souvent, ce n'est pas seulement au Bénin, en Afrique, nous perdons de vue souvent la tradition, l'histoire, et ainsi de suite. On doit créer un imaginaire collectif qui permette aux populations, c'est ça qui contribue aussi à construire une nation soudée, et ainsi de suite. Donc si déjà la population, celui de Boukoumbe, celui qui est à Boukoumbe, en venant à Cotonou, on trouve que bon, c'est la même infrastructure qu'il a. Un peu comme leur uniforme déjà. Voilà, leur uniforme, c'est la même infrastructure qu'il a et qu'on ne lui a pas construit un commissariat à demi ou à un petit truc pour faire office de commissariat, que c'est la même chose qu'il a à Cotonou, en pleine grande ville, capitale, ou à Cotonou, ou à Parakou. Tout de suite, le citoyen se sent plus concerné simplement parce qu'il se considère partie prenante d'un ensemble. On a plus de facilité à identifier. Identifier, exactement. Et ça permet de solidifier les liens entre les fils et filles d'un même pays. Donc la tradition est importante. Avoir un QG, un quartier général de la police nationale, même pour des gamins qui quittent Toby Claire, venir à Cotonou. Ah, ça c'est la police nationale, on a pris des photos. Voilà. Tout ça, ça peut paraître banal, mais ça permet de créer un imaginaire collectif assez puissant. Et on viendra, ce n'est pas la police, l'armée aussi, je pense, en viendra, parce que même dernièrement, il y a eu un débat, je pense, l'année passée, il y a eu un débat, un très grand débat en France, parce que les Français ont voulu construire un pentagone aussi, à la leur, comme les Américains. D'autres, il y avait deux écoles, ceux qui disent non, on n'en a pas besoin. D'autres disaient non, il est important que les forces françaises aient aussi leur quartier général. Et ils ont construit leur quartier général parce que ça participe d'une certaine tradition et du prestige. Et ça permet de créer une histoire. Quand vous voulez vous rendre dans ces filières-là, vous regardez un peu quand même, vous vous dites, j'ai quand même envie de loger là. De se retrouver. En tout cas, c'est le bien qu'on pourrait quand même souhaiter à la police républicaine, parce que la police républicaine est là pour assurer notre sécurité. Vous parliez, en tout cas, je voudrais vous rassurer de ce que quand vous allez quitter ici, les vrais propriétaires ne viendront pas. Je suis rassuré d'avance. Non, c'est parce qu'il y a rassuré qu'il est là. Oui, tout à fait. Hein? Vous savez que je ne sors pas souvent le soir. C'est parce que je suis rassuré que je suis venu faire l'émission. Voilà. Nous sommes à la fin de notre causerie, pour finir. Pour finir, j'aimerais déjà que les populations réapprennent à respecter les forces de sécurité et de défense. Parce que sans ces forces de sécurité et de défense, parce que parmi ces forces de sécurité et de défense, il y a nos enfants, il y a nos frères, il y a nos parents. Il faudrait qu'on réapprenne à les respecter, à leur donner véritablement leur place, à leur faire confiance, à collaborer donc avec ces forces de sécurité pour que notre sécurité collective soit assurée. Très bien. Je dirais simplement que c'est bien et il faut applaudir les mesures du gouvernement, mais aussi la population doit quand même accompagner le gouvernement, accompagner les forces de l'ordre quand même à assurer à bien leur mission par le partenariat. Il faut quand même collaborer avec la police pour que tout le monde soit protégé, pour que l'État soit quand même en paix et le développement durable quand même. Merci beaucoup. Très bien. Avant de donner la parole, je ne sais pas, ces hommes et femmes de la police, ils entendent beaucoup de choses. Oui, vous allez là, les populations qui viennent, on entend beaucoup de choses. En tout cas, j'y ai fait l'expérience une fois. Franchement, je me suis dit, bon. Ils entendent. Vous avez failli être policier aussi, hein? Non, du tout pas. Léa l'a évoqué, c'est un véritable sacerdoce. Ils ont accepté faire un métier public. Déjà même... en fait, un couple a de problèmes, il vient à la police. Comment vous allez faire? Ils entendent beaucoup de choses. Oui, exactement. En même temps, les officiers de police judiciaire ont reçu des formations pour cela. Pour pouvoir mettre à l'aise les individus, pour pouvoir les écouter, pour pouvoir déceler le vrai du faux, pour pouvoir pousser les gens dans leur dernier retranchement. Je pense que c'est un sacerdoce, mais il faut les féliciter parce que ça demande beaucoup d'engagement psychologique, psychique et beaucoup d'amour pour le métier. Sinon, vous ne pouvez pas tenir longtemps dans ce type de métier. Parce que juste écrire des PV, ce n'est pas même pas courir derrière des bandits indélicats.
écrit des PV. C'est pas facile. Écrit des PV. Parfois, il y a la barrière de la langue. Vous n'êtes pas très sûr de ce que la personne a écrit. Alors, une fois que le PV est parti et va au tribunal, c'est fini. Donc, vous devez prendre le temps que vous n'avez toujours pas, parce que si, par exemple, vous êtes en sous-effectif, il y a quelque chose à faire, vous déposez, vous partez, ainsi de suite. Il faut avoir la patience. Il faut avoir de la patience. Je pense que c'est un métier noble, c'est un métier utile pour la collectivité. Ce que je voulais dire, c'est que la sécurité, c'est un effort collectif. Les populations doivent se sentir partie prenante de ce partenariat qu'est la sécurité de tous. Mais encore une fois, on peut raisonnablement se féliciter de ce que chaque par période, le gouvernement pose des jalons qui nous amènent à croire que d'ici là, nous avons déjà quand même une police opérationnelle. Il y a moins d'insécurité, personne ne dira le contraire, même les gens les plus critiques. Personne ne dira le contraire. Il y a un avant et un après. Et on voit qu'au jour le jour, la police se modernise. Et gageons que cette constante soit maintenue pour le bonheur de tous.